Roger, tu es militant des droits des personnes en situation de handicap. Je suis très heureuse de t'accueillir aujourd'hui. Est-ce que tu veux bien te présenter? Oui, bonjour Cathy, donc je suis Roger Quinget, je suis membre au conseil régional APF France Handicap et départemental aussi. Et nous faisons le tour de chaque candidat aux élections municipales à Tourcoing pour présenter notre livre sur le handicap. Voilà. Oui, j'ai vu d'ailleurs que vous aviez été interviewé par La Voix du Nord pour présenter un petit peu ce que vous proposiez et votre mobilisation qui est très forte à Tourcoing. C'est une très bonne nouvelle. Pour ma part, je me réjouis aussi que pour la première fois à cette élection, les majeurs protégés sous tutelle aient enfin le même droit que les autres majeurs protégés de voter à ces élections. C'est une très bonne nouvelle et qui nous touche particulièrement chez Tourcoing Vers Demain. Ça va être l'occasion pour la première fois pour la sœur d'un de nos colistiers de voter et on est très heureux qu'elle puisse enfin exercer son droit de citoyenne pour la première fois à l'âge de 28 ans. Voilà, nous on ne peut que être ravis, hein. Nous on va vers l'inclusion, donc il n'y a pas de souci, c'est le bien vivre ensemble, tous ensemble. Et effectivement, c'est très bien que les personnes en situation de handicap puissent aussi voter et avoir toutes les facilités pour permettre de voter. Alors je sais qu'une des questions sur lesquelles tu travailles beaucoup, c'est la sensibilisation. Et notamment, j'ai eu l'occasion l'année dernière de faire le parcours que vous avez fabriqué avec ton association. Est-ce que tu veux en parler un petit peu et la façon dont tu sensibilises avec cet outil et avec d'autres? Alors nous, la sensibilisation, effectivement, c'est une de nos principales activités aussi, sensibiliser les jeunes, le public, tout le public, les employés de grandes sociétés. Ce parcours a été pensé par le secteur associatif de Tourcoing, qui représente à peu près 14 mètres de trottoir sous forme de rampe. Et là, il y a tous les obstacles de la vie courante que les personnes qui ne sont pas handicapées, nous n'apprenons pas à devenir handicapés, mais nous sensibilisons toute personne aux conditions de circuler en fauteuil ou même en étant malvoyant dans les rues de Tourcoing ou des autres villes, quoi. Oui, c'est vraiment une expérience que je recommande à tout le monde, et notamment toutes les personnes qui entendent agir dans les associations ou en politique. C'est extrêmement enrichissant et j'en ai beaucoup retiré d'essayer ce parcours. Bon, tu te rappelles, hein, j'ai eu beaucoup de Oui, difficultés, oui. hein. C'était vraiment la galère. Oui. Mais ça m'a beaucoup appris et c'est important, je pense, d'être confronté à ça pour pouvoir enfin mesurer les efforts que la société doit faire pour qu'enfin les personnes en situation de handicap n'aient plus à les faire Oui. à la place. Il faut que tout le monde se mette bien en tête que pour une personne en situation de handicap, c'est un parcours tous les jours, c'est un combat journalier contre des gestes qui ne sont pas très civiques des fois. Et nous, notre principe, c'est d'être partout, dans tous les grands événements, dans les écoles, les établissements scolaires, les grands événements. D'ailleurs, ce week-end, nous serons à l'île Neige, d'ailleurs. Et nous faisons sur Tourcoing, beaucoup de personnes ont déjà eu l'occasion de participer, d'aller sur ce parcours. Et là, nous ne relâchons pas non plus. Alors tu l'avais notamment ramené au World Cleanup Day où tu l'avais adapté avec justement des détritus pour montrer que le fait de salir le sol, en fait, ça dérange aussi, en plus de polluer évidemment, et de polluer les océans notamment, c'est aussi un vrai obstacle pour les personnes à mobilité réduite. Et là encore, c'est une question intéressante qu'on n'évoque pas assez souvent. Bah oui, parce qu'effectivement, une poubelle sur un trottoir, c'est gênant. Une canette de bière, ces petites cartouches qu'on trouve que les jeunes utilisent malencontreusement, c'est gênant. Et puis, pour être très simple, une déjection canine sur un trottoir, la personne en fauteuil, effectivement, il va rentrer à sa maison, il va salir sa maison, et il va ramener aussi cette déjection canine. En plus, quand on est en situation de handicap dans un fauteuil, des fois on a aussi de la misère à nettoyer après. Bien Donc sûr. vous voyez, il faut que ce soit agréable pour qu'on puisse se promener, quoi. Faut pas que ça devienne une corvée après en rentrant à la maison avec devoir passer la serpillière et tout, quoi. Pour nous, la question de la sensibilisation, c'est une question extrêmement importante et ça doit commencer dès le plus jeune âge. On a envie de signer une convention pour que les associations puissent intervenir dans les écoles pour faire de la sensibilisation de façon plus régulière. Qu'est-ce que tu en penses? Je sais que l'APF travaille en ce sens beaucoup. Oui, effectivement, pour nous,
la sensibilisation dès le plus jeune âge, donc dès la primaire, c'est indispensable parce qu'effectivement, nous sensibilisons des scolaires, les primaires, mais nous allons sensibiliser aussi les parents par le dire et le raconter des enfants sur ces journées de sensibilisation. Donc, bah oui, effectivement, signer une convention, c'est une chose qui nous intéresserait parce que ça mobiliserait au moins les deux parties, la mairie et les associations, à proposer une sensibilisation dans les établissements scolaires, quoi. Et je pense également que les personnels des écoles, les directeurs d'école et les associations de parents d'élèves s'en empareraient et feraient leur part. Euh, et c'est intéressant parce que nous, ce qu'on défend, c'est une école de la bienveillance, une école protectrice. Et je pense que ça s'inscrit tout à fait dans notre projet de société. Oui, il faut que l'école soit accessible à tous. Hein, c'est la loi de toute façon, donc je crois qu'on ne peut pas déroger, que ce soit en matière d'éducation, que ce soit en matière de choix et du parcours de l'élève. Et on y va plus loin même, hein, parce que ça peut aller de la primaire jusqu'à la fin des études. Hein. On ne s'arrête pas, nous, aux classes, on peut aussi bien aller en université et tout, parce que là, il y a encore un grand travail à faire, quoi. Tout à fait. Tout à fait, même si là, ce n'est plus tout à fait le ressort de la municipalité, hélas. Nous, on s'arrête à la fin de la primaire, en CM2. Il faut que ce soit le département puis la région qui prennent le relais. Oui. Il y a une question aussi sur les transports, et tu sais que c'est un sujet qui me tient beaucoup à cœur. Les transports, c'est mon dada. Oui. Je sais qu'il y a des grandes difficultés là actuellement depuis la pose des portiques, hein, qui était, je ne te l'apprends pas, une décision d'un élu qu'on connaît très bien. Je ne vais pas te mettre en difficulté aujourd'hui, mais avec l'installation de ces portiques, il me semble que ça a quand même vraiment dégradé la qualité de déplacement des personnes en situation de handicap. Alors, nous avons manifesté lors de cette installation des portiques, je crois qu'il y a 1 ou 2 ans. On est allé à Lille préfecture. Et nous avons manifesté, nous avons démontré qu'effectivement, ça pose problème pour les personnes en situation de handicap. On nous a dit oui, il n'y a que 2 ou 3% des personnes en situation qui ne peuvent pas passer les portiques normalement, mais il y a des aides, mais il n'y a que 2 ou 3%. Nous, on a quand même dit 2 ou 3%, c'est quand même une certaine discrimination. Hein, pourquoi exclure ces 2 ou 3% de personnes à franchir des portiques? Et les problèmes, bon ben, ne serait-ce que les chiens accompagnants. Les chiens qui accompagnent les personnes malvoyantes ou les personnes de chiens handi-chiens, ces chiens qui donnent un coup de main aux personnes handicapées, bah, passer un portique avec ça, c'est assez compliqué, quoi. Oui, bien sûr. Voilà. Et puis, de toute façon, c'est une revendication qui sert aussi à toute personne en situation de handicap. Les mères avec une poussette, par exemple. C'est aussi, pour nous, c'est une personne en situation de handicap, puisqu'elle est avec sa poussette, elle ne va pas pouvoir prendre des escaliers, c'est l'ascenseur, c'est les portiques. Donc effectivement, le combat, il est là aussi, quoi. Tout à fait, la mobilité réduite, elle ne s'arrête pas au fauteuil roulant, elle concerne les personnes avec des béquilles, avec des valises, avec des paquets encombrants. Tu as raison de le repréciser. Moi, tu sais que je défends la gratuité des transports et donc demain, les portiques, c'est fini. À partir de septembre 2020, on veut remettre de la gratuité par tranche jusqu'à la gratuité totale des transports en 2025. Et évidemment, quand il y a la gratuité, on n'a plus de portiques et on peut ouvrir grand toutes les stations. L'idée, c'est aussi de renforcer le maillage de transport. Logiquement, ça devrait vraiment améliorer les déplacements, les mobilités des personnes en situation de handicap. Je pense qu'il faut aussi travailler sur la signalétique pour que chacun puisse se repérer, à la fois en utilisant du français facile à lire et à comprendre, mais aussi des indications visuelles et puis des indications pour les personnes en situation de déficience visuelle. Oui, de toute façon, la signalétique, j'avais moi-même personnellement contacté Transpol, parce que dans le métro, les places pour les personnes qui sont réservées pour les personnes handicapées ne sont pas très bien signalisées. C'est le cas dans les bus, c'est le cas dans le tramway, c'est fait, mais au niveau du métro, ce n'est pas le cas. Alors bon, dites-vous bien qu'une personne en situation de handicap, chaque jour, il doit demander « Excusez-moi, je peux avoir la place parce que je suis handicapé ». Donc c'est déjà quelque part dégradant un peu pour lui de devoir chaque fois... bien sûr, il y a du civisme, mais si c'est pas bien indiqué, les gens ne le voient pas spécifiquement. Et là, c'est un peu embêtant d'aller dire à chaque fois « Excusez-moi, je pourrais avoir une place parce que... » Non, je crois que
je le dis souvent et je le disais, c'est le mieux vivre ensemble, c'est le bien vivre ensemble. Il est bien le marque sur certains panneaux à l'intérieur des métros, voyons bien ensemble, vivons bien ensemble. Ben, nous attendons aussi là-dessus un geste. Tout à fait. Il y a la question aussi des déplacements à pied dans la rue, voilà, à pied en fauteuil. Il y a des gros problèmes d'étroitesse ou de mauvais état des trottoirs dans notre ville. Pour moi, il est impératif qu'on agisse sur cette question pour inciter les personnes sans handicap à se déplacer plus souvent à pied et pour faciliter les déplacements quotidiens des personnes à mobilité réduite. C'est un élément extrêmement important. Là aussi, je sais que vous y tenez beaucoup. Oui, nous faisons souvent des parcours et des diagnostics en marchant. Nous, effectivement, dans le centre-ville de Tourcoing, il y a certaines rues, le fauteuil il passe tout juste, hein, si on ne compte pas les travaux. L'accès sur les trottoirs, bon, il y a quand même un effort de fait, mais ce n'est pas le cas. Et puis bon, pouvoir, c'est une égalité, pouvoir bouger, aller où on veut librement, je crois que c'est très important. Déjà aller en fauteuil, nous on le voit souvent dans les expériences de sensibilisation que nous faisons. Déjà pousser le fauteuil, quand on peut, c'est une chance, mais dites-vous bien que la personne qui est handicapée, qui a personne pour pousser, qui doit aller avec ses bras et pour appuyer sur les roues pour avancer, ben, je mets au défi beaucoup de personnes de faire Tourcoing-Lille dans des conditions normales, quoi. Mmh. Chez les écologistes, on parle d'un droit à la mobilité durable et ça passe aussi par des aménagements adaptés. Je vais aborder un sujet et je pense que ça va surprendre peut-être quelques personnes qui nous écoutent, c'est la question du stationnement. Je sais qu'on a l'image de personnes qui sont radicalement anti-voiture et qui veulent totalement les supprimer en ville. Mais la réalité, c'est que nous savons que les personnes en situation de handicap ont parfois besoin d'un véhicule quand les autres mobilités ne leur sont pas accessibles. Aujourd'hui, il y a un problème à Tourcoing, c'est qu'on ne fait pas suffisamment souvent, voire peut-être jamais, l'inventaire des places de stationnement réservées aux personnes en situation de handicap. Par conséquent, des personnes qui en font la demande se les voient refuser quand des places ont été abandonnées parce que les personnes qui les avaient réclamées ont déménagé, sont décédées ou ont été hospitalisées. Et par conséquent, on a des places qui ne sont pas utilisées et d'autre part des places manquantes. Je pense qu'il est nécessaire de faire un diagnostic et de retravailler comme ça toute cette carte des places handicapées. Oui, il y a un diagnostic fait, et puis moi je crois qu'il faut prendre peut-être la politique de la MEL, qui est actuellement une place en début et en fin de rue, parce qu'effectivement il ne suffit pas juste de marquer au sol, hein. Il y a quand même des impératifs, il faut que le trottoir soit en bateau, qu'on puisse rentrer, sortir du véhicule avec un fauteuil, sortir le fauteuil sans être gêné. Je crois que si on mettait déjà ce principe-là de début de rue, fin de rue, possibilité d'avoir une place handicapée, je crois que ce serait déjà très bien. Mais effectivement, il y a un recensement aussi qui est à faire sur les places, parce qu'effectivement, il y a des gens qui rachètent une maison où il y avait une personne handicapée avant, on garde la place comme ça, au moins on est sûr d'avoir une place en face de sa maison. C'est toujours ça de gagner. Il y a un recensement. Ben, il y a aussi, malheureusement, le civisme n'est plus ce qu'il était. Donc il faudrait voir aussi une petite campagne de répression. Il faut verbaliser, je crois que quand vous payez 135 € d'amende parce que vous êtes mis sur une place handicapée, vous préférez les mettre au restaurant plutôt que dans la poche de l'État. Donc je crois quand même qu'il faut refaire un recensement et surtout être un peu plus ferme sur cette verbalisation, parce que les gens, il n'y a que comme ça, malheureusement, par le porte-monnaie, qu'on va réussir à faire respecter cet avantage. Puis après, voir un peu ces cartes qui ne sont plus utilisées, ou ces vieilles cartes qui n'ont plus cours, mais qui sont encore mises sur les voitures, et qui restent là toute la journée, voitures ventouses, hein. Parce que bon, une place handicapée, c'est pas toute la journée qu'on met, c'est le temps de décharger les marchandises, que la personne handicapée puisse sortir du véhicule, et après, cette voiture n'a pas lieu et demeuré de rester. Moi, j'ai même vu des villes où ils mettaient des durées de temps limitées pour les places de stationnement pour les personnes en situation de handicap. Moi, j'ai vu des villes touristiques où effectivement, on mettait une demi-heure pour permettre à cette personne de bouger, de se déplacer et après d'aller stationner ailleurs pour pouvoir laisser la place pour d'autres personnes. C'est pas un acquis, c'est une chose qui doit faciliter
le déplacement des personnes en situation de handicap, mais ce n'est pas une place attitrée. Beaucoup de gens ignorent, ils ne le savent pas. C'est un droit, oui. C'est vrai. Sur ce que tu disais des stationnements, des places qui ne sont pas respectées, des personnes qui s'égarent alors qu'elles ne devraient pas, je pense que là, le maire doit user de son pouvoir de police, effectivement, verbaliser chaque stationnement délinquant, chaque stationnement qui constitue une incivilité, voire qui met en danger les personnes en situation de handicap. On peut penser par exemple aux personnes qui se garent sur les trottoirs et qui obligent les personnes en fauteuil à descendre sur la chaussée, ce qui les met en grave danger, évidemment. Oui, tout à fait. Ça, moi, j'ai eu beaucoup d'occasions et j'ai même pour anecdote une personne qui était une jeune fille qui avait une vingtaine d'années, qui était paraplégique et qui est descendue du trottoir pour aller sur la chaussée parce qu'un véhicule était sur le trottoir. Malheureusement, cette personne, elle s'est fait percuter par un véhicule et double peine parce que cette personne s'est quand même retrouvée avec une clavicule cassée, des côtes cassées. Donc c'est quand même une double peine déjà d'être dans un fauteuil, de ne pas pouvoir bouger, de ne pas... Si après vous devez retourner à l'hôpital et de vous retrouver sur un handicap momentané, mais bon, c'est quand même un handicap. Si vous en plus vous avez la clavicule et tout ça, c'est vraiment... Mais tu vois, réaffirmer la dangerosité de ces stationnements illégaux, je pense qu'il faut le faire. Il faut le faire sur le site de la mairie, il faut le faire sur le journal municipal. Je pense que c'est essentiel et que ça modifiera les comportements. On peut peut-être parler un petit peu d'accès aux soins. Alors, peut-être, puisque tu viens de parler de quelqu'un qui a été blessé, oui. Donc ça me permet de tirer le fil. Tu veux nous en dire un mot? Oui, ben, l'accès aux soins, effectivement, je crois que dans une ville comme Tourcoing, toute personne doit avoir l'accès aux soins facilement. Beaucoup de choses qu'on ne pense pas, mais par exemple, aller chez le dentiste quand vous êtes dans un fauteuil et vous êtes tétraplégique, ça va mener un problème. Pour les dames, j'ose même pas, j'imagine, si vous allez chez un gynécologue et que vous êtes en fauteuil. Donc vous voyez, l'accès aux soins, c'est une chose qui doit être une priorité pour une municipalité, qu'on ne voit pas, par exemple, des petits macarons de personnes handicapées, fauteuil avec une sonnette, sonner ici. Pour une pharmacie, j'ai même vu ça chez un médecin. Alors des fois, on se pose la question, est-ce que le médecin va venir faire sa consultation sur le trottoir? Je ne crois pas, mais bon, ça doit être une chose, l'accès aux soins. On a un centre hospitalier qui a quand même... qui est sensibilisé sur le soin et apporté aux personnes handicapées, mais je crois qu'il y a mieux à faire, et comme partout, il y a toujours mieux. Alors nous, ce qu'on propose, c'est une maison de santé à Tourcoing dans laquelle les personnes en situation de handicap seraient reçues et soignées avec les conditions optimum de qualité de soins. L'idée, c'est effectivement pour les consultations gynécologiques, par exemple, d'avoir du matériel adapté et de faciliter ces auscultations, mais aussi de penser à un certain nombre de handicaps mentaux. On peut se rappeler par exemple qu'un dentiste officiait auparavant au CH Dron pour soigner des enfants, les dents des enfants en situation d'autisme. Je pense que c'est important d'intégrer aussi ces problématiques-là quand on crée une maison de santé, et ça permettra à toutes les personnes en situation de handicap d'être correctement prises en charge à Tourcoing. Oui, ces handicaps qu'on dit maintenant invisibles, qui sont tous les handicaps mentaux, l'autisme, beaucoup d'handicaps mentaux, il est évident que l'accueil doit être spécifique. L'accueil doit être important. Toute personne qui se trouverait à l'accueil doit avoir cette formation pour pouvoir accueillir une personne en situation de handicap mental. C'est pas pareil, hein, parce que on ne sait pas comment. Déjà moi-même, j'ai des difficultés à accueillir une personne handicapée mentale parce que on ne peut pas tout faire, on ne sait pas tout faire. Bon, nous on a de la chance, on se tourne vers d'autres associations, on a des partenariats et tout, mais effectivement, au niveau santé, je crois que si vous faites une maison médicale avec un accueil adapté pour les personnes en situation handicap dit invisible, je crois que ce serait une excellente chose de fait, un grand pas, quoi.
Sur ce que tu dis, sur moi-même, je ne sais pas toujours comment accueillir, je pense que ça passe par de la formation. Toi, tu es plutôt formé, mais pour nous, il est important que l'ensemble des personnels municipaux montent en compétence sur cette question, soient formés à l'accueil des personnes en situation de handicap dans toute la pluralité de ces questions. Et je pense que ça favorisera aussi l'accès aux personnes à tous leurs droits de citoyennes et de citoyens dans la ville. Oui, j'irai même plus loin, parce que maintenant aussi, effectivement, on a les centres sociaux. Tourcoing est une belle ville où il y a beaucoup de centres sociaux, mais effectivement, il faut former aussi les personnes qui sont à l'accueil des enfants en situation de handicap dans ces centres sociaux. C'est une chose qu'il faut le faire. Il y a des centres sociaux qui commencent à le faire, mais il faudrait généraliser, hein, parce que le public n'est pas le même. Et là, effectivement, au niveau municipal, au niveau administration, ici et là, il est très important que le personnel qui a le premier accueil d'une personne en situation de handicap puisse être formé. On ne leur demande pas des experts, mais au moins qu'ils aient déjà une première formation du premier contact. Sur la question de l'accueil des enfants, on propose aussi d'organiser 1 heure par semaine dans chacune des bibliothèques un accueil pour les enfants en situation de handicap mental, c'est-à-dire 1 heure où on a le droit de faire du bruit à la bibliothèque, de courir à la bibliothèque, de ne pas respecter les règles habituelles de la bibliothèque. Ça permettra aux parents et à ces enfants de pouvoir bénéficier d'un des équipements importants de la ville. Aujourd'hui, ils n'en ont pas la capacité, et alors que beaucoup de parents et beaucoup d'enfants aimeraient. Oui, les demandes, elles sont là. L'équipement municipal au niveau de bibliothèque, il y en a plusieurs à Tourcoing, c'est très bien, mais effectivement, il faut prévoir des créneaux dans la culture et pour beaucoup de choses. Il n'y a pas que la bibliothèque, les salles de cinéma à Tourcoing, pourquoi ne pas envisager, par exemple, des séances, je ne sais pas si c'est fait, mais enfin, c'est pas très connu, mais des séances d'autodescription, des films qui passent en audio-description, voilà, ça va mieux, en audio-description, qui puissent permettre aux personnes malvoyantes d'aller aussi au cinéma. L'accès à la culture, je crois que ça doit être ouvert à tous. Pour l'audio-description, là, pas encore été dans le programme, mais je vais contacter le Frénois, je pense qu'il faut en discuter. Oui, tout à fait, parce que c'est des détails, mais il y a une chose, on est une personne en situation de handicap. Il ne faut pas oublier que l'accès à la culture, l'accès à la mobilité, tout ça va rompre une situation d'isolement. Parce que cette personne se met souvent, malgré elle-même, en situation d'isolement. Et je crois que ça, il faut y arriver aussi à le rompre. Nous, on parle d'émancipation des individus et il y a un sujet là qu'on n'a pas abordé en parlant de culture, mais on aurait pu très facilement y glisser, c'est le sport. Le sport adapté pour nous, c'est extrêmement important et on a envie vraiment de développer une ambition dans les compétitions handisport pour nos sportifs. Je pense que la ville de Tourcoing pourrait être une ville pilote sur ces questions. On a les ressources, on a des tas d'équipes sportives, d'entraîneurs et de clubs qui ont envie d'agir en ce sens. Il faut les encourager, les accompagner. Qu'en penses-tu? Tout à fait, tout à fait. Surtout que ça va être d'actualité, le sport handicapé, handisport. Moi, bon, l'handisport, pour moi, je dis, c'est déjà du haut niveau de sport. Je crois qu'il faut plus partir sur du fait du sport adapté pour tous, que tout le monde puisse pratiquer un sport et non pas au haut niveau. Ça va devenir à la mode, mais je crois que déjà, à Tourcoing, ce serait très bien qu'on fasse un sport adapté, que les personnes en situation de handicap et les personnes qui ne sont pas handicapées, ensemble, fassent un même sport et soient dans ces moments de plaisir, de se retrouver. Il y a tellement d'associations et de sports qui peuvent se faire en sport adapté, hein. Moi, j'ai même eu l'occasion de voir du rugby, du volley assis, du cécifoot. Enfin, le panel, il est très, très, très ouvert et je crois qu'il faut encourager justement ce genre de manifestations sportives sur Tourcoing, quoi. Dans le même ordre d'idée, nous on propose le sport sur ordonnance. Le sport sur ordonnance, c'est forcément du sport adapté. Et donc, comme tu le dis, ça va pouvoir favoriser la mise en place d'activités sportives de personnes en situation de handicap et de personnes non porteuses de handicap. Oui, tout à fait, ça. On oublie forcément des choses, je triche un peu sur mes notes. Ah mais oui, évidemment, on n'a pas parlé d'habitat, on n'a pas parlé de logement. Ça, c'est un vaste sujet. Le logement, vaste sujet aussi, oui, effectivement. On a l'impression que nous régressons. Il y a des lois qui ont été votées et on a fait marche arrière, on a régressé sur des lois.
je crois qu'il faudrait quand même tenir compte que dans une ville, c'est 10% d'une population qui est en situation de handicap. On fait tout pour essayer de garder le maintien à domicile des personnes âgées. Pour nous, une personne âgée, c'est aussi une personne qui est un peu en situation de handicap. Je ne dis pas qu'elle est handicapée, mais elle est en situation de handicap. Ben là, il faudrait quand même un énorme effort. Quand on construit, arrêtons de construire comme on a toujours fait. Construisons pour une personne qui est en situation de handicap. Ça ne change rien, peut-être le coût de la construction, mais moi j'ai jamais vu quelque chose d'adapté pour une personne en situation de handicap dans un logement qui n'aille pas pour une personne qui n'est pas handicapée. Je n'ai jamais vu ça. Je suis tout à fait d'accord avec toi. On avait une loi qui imposait 100% de construction neuve accessible. On est passé sous ce gouvernement à 10% de logements neufs accessibles et 90% d'adaptables. On sait aussi que l'adaptable, ça coûte cher quand il faut l'adapter. C'est à nouveau une dépense qu'il faut faire et que ce n'est pas toujours très probant au final et vraiment très accessible au final. Nous, on défend le fait que les bailleurs sociaux doivent pouvoir proposer beaucoup plus de logements accessibles, voire tenter de les pousser à construire du 100% accessible à Tourcoing. C'est important. On n'est pas en capacité aujourd'hui de loger dans le parc social l'ensemble des personnes en situation de handicap dans des logements accessibles. C'est très grave, il faut y remédier. Oui, tout à fait. Moi, je trouve que aucune construction neuve, que ce soit d'un particulier ou d'un propriétaire ou même d'un bailleur social, n'est pas le minimum en accessibilité. Il est quand même regrettable qu'on trouve des logements ou dans le privé où on peut accéder par le trottoir parce qu'on a mis une rampe ici et là, mais dès qu'on fait quelques mètres, paf, on se retrouve encore avec une marche. Là, je me dis, il y a problème. Hein, parce que ça restreint quand même la personne en situation de handicap à rester chez elle. Bien sûr. Parce qu'un fauteuil, une marche, c'est quand même difficile. Et même l'aidant, la personne qui est là pour aider, à la longue se fatigue. Parce que pour sortir, il va falloir descendre cette marche avec le fauteuil, il faut la remonter, la descendre, la remonter. Donc c'est effectivement, la personne se fatigue aussi, les aidants se fatiguent aussi, quoi. Alors, tu parles des aidants, des personnes qui travaillent avec les personnes en situation de handicap. Effectivement, il faut les soutenir, les aider en leur rendant la ville et les bâtiments publics et les logements plus accessibles. Il y a aussi les personnes en situation de handicap qui travaillent. Là encore, il y a des propositions à faire. La loi impose par exemple 6% de personnes en situation de handicap dans les effectifs de la municipalité. À Tourcoing, il me semble qu'on est à 9%. Ce qui est plutôt correct, mais on pourrait peut-être aller plus loin encore. 9% c'est correct, on ne va pas être à roue et tirer à boulet sur tout ce qui est Quand c'est bien, il faut le dire. positif. Mais il faut voir aussi si dans ces 9%, le plan de carrière, l'évolution de la carrière est respectée. Parce que c'est pas de créer 9% de postes où on va rester là tout le temps au même poste sans évolution de carrière. Faut voir. Hein, les 9%, oui, c'est jamais assez, on pourrait toujours en demander plus. Hein. Mais bon, moi je trouve que déjà, Tourcoing, là-dessus on est pas mal logé, mais il faut quand même respecter un peu cette évolution de carrière, la formation des autres personnes, parce que c'est pas tout de dire moi je travaille, mais il faut que les autres personnes qui soient à côté de vous reconnaissent votre handicap, soient, comme on aime bien, dans une bonne ambiance de travail. Donc ça aussi, il y a une sensibilisation aussi qui doit arriver de la part des autres personnes qui travaillent avec cette personne. Il faut un épanouissement dans le travail. Hein. Il n'y a pas de raison qu'on soit handicapé, qu'on ne peut pas s'épanouir dans son travail. Sur ce que tu dis sur la question de l'évolution de carrière, sur cette question d'égalité face à l'évolution de carrière, j'ajouterai un élément, c'est qu'il y a des travaux en mairie, que ce soit dans les services de propreté, dans les services d'espaces verts notamment, qui sont usants, qui mettent des personnes en situation d'invalidité avant l'âge de la retraite. Pour nous, il est extrêmement important qu'elles puissent être formées tout au long de leur carrière pour ne pas se retrouver sans emploi ou en arrêt de longue durée, parce qu'on n'a pas anticipé le moment où elles ne seraient plus en capacité de faire quelques métiers qui sont très physiques dans les municipalités. Oui, puis le problème, c'est que
On en parle actuellement des retraites aussi et là, mais il faut savoir qu'une personne qui est en invalidité va avoir une perte. On va compter quelques années pour ses cumuls de points de carrière, mais le reste, il va être perdu. Là, tu parles d'un sujet national et un peu Oui, délicat en oui, ce moment. mais Je vais peut-être t'arrêter parce que je vais finir par avoir des problèmes avec un de mes concurrents. Est-ce qu'on a fait le tour selon toi ou est-ce que tu voudrais rajouter quelque chose? Moi, je sais, il y a quelque chose quand même d'extrêmement important que je veux rajouter à ce sujet. Comment on met en place toutes nos propositions? Comment on s'engage à les tenir? Comment on se dote des moyens de le faire? C'est en nommant, et c'est nécessaire, et sincèrement, moi, je ne comprends pas que ça n'ait pas été fait avant, d'un adjoint à la santé et au handicap. Aujourd'hui, on a une élue au handicap. Demain, il est nécessaire d'allier cette question aux questions de santé et d'avoir un budget dédié à ces questions. Parce que sans budget, il n'y a pas de politique publique efficace. oui, tout à fait. Bon, si vous voulez, il y a une chose, c'est que moi je trouve que l'équipe municipale devrait intégrer plus dans son travail les associations des personnes en situation de handicap. Les écouter du moins. Pourquoi pas? Et ça, je vais peut-être me faire taper sur les doigts par certaines personnes, mais pourquoi pas intégrer lors des séances au conseil municipal des responsables d'associations qui s'occupent justement de ces problèmes, pas pour aller prendre une décision ou pour voter aussi et là, mais ne serait-ce que pour les écouter et essayer de leur dire aussi ce qu'on a à faire. Bien sûr, c'est difficile parce que même nous, dans nos instances aussi et là, gouvernement, qu'on gouverne au sein de l'association, c'est pareil. Mais je crois qu'on a besoin souvent d'avoir des gens qui sont sur le terrain, des gens qui sont concernés par le handicap et parler avec ces associations-là de conseils municipaux et que on les écoute aussi de temps en temps. Commission extra-municipale sur le handicap, elle existe. Ça, je ne vais pas le dire. Mais est-ce vraiment suffisant et est-ce vraiment bien suivi? Je pense que c'est important effectivement de renforcer le rôle. Et puis pour ça, pour être sûr que ce soit suffisant et bien suivi, et on en reparlera quand on présentera notre programme sur la démocratie, je pense qu'il faut plus de transparence, de façon à ce que chacun puisse vérifier que les associations sont effectivement impliquées dans l'ensemble des décisions et que les recommandations qu'elles font sont suivies des faits. Oui, tout à fait. Sinon, c'est pas la peine de se mettre autour d'une table, de discuter de handicap aussi et là. Je vous ai écouté, mais je vous entends pas, ou je vous entends, mais je vous écoute pas. Ça a été d'actualité et j'espère que ça devrait pas l'être plus tard, quoi. Enfin, c'est à quoi on s'engage. Voilà. Bon. Je te remercie beaucoup d'avoir échangé un petit peu avec moi. Je crois qu'on a fait le tour. Oui. Oui, il me semble, oui, oui. Ouais, c'était plutôt complet. Bon, et ben super. Voilà. À très bientôt, Roger. Merci, au revoir, à bientôt. Au revoir.